Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Le rendez-vous des entrepreneurs et des entrepreneuses, c'est Startup tous les mercredis en direct et en partenariat avec Madines. Aujourd'hui, on a déniché la solution pour s'entraîner aux tests de langue, les TOEIC et les TOEFL, avec la startup Global Exam. Son fondateur va nous rejoindre en fin d'émission. Mais avant cela, on va parler de l'entrepreneur derrière leguide.com, PrestaShop et maintenant Vidéomark et Vidéodesk. Igor Schlumberger, bonne émission à vous. Une vie passée à entreprendre. Igor Schlumberger est sur ce plateau avec nous. Bonjour Igor. Bonjour. Alors je ne dis pas entrepreneur en série parce que c'est une expression, j'ai appris que vous n'aimez pas trop, hein, c'est pas ce qui vous caractérise. Oui, parce qu'en série, on a l'impression qu'on arrête des choses pour en commencer d'autres et l'idée c'est de continuer. Alors justement, vous avez continué votre vie d'entrepreneur avec la création jusqu'à la cotation du guide.com, puis lancement du PrestaShop. Alors l'occasion de nous faire part de vos retours d'expérience concrets, hein, j'imagine, durant cette carrière, et de donner des conseils évidemment aux start-upers qui nous regardent. Pour commencer, on peut peut-être commencer à parler de vos activités actuelles dans la vidéo, puisque vous avez deux sociétés dans le secteur. Vidéomark, qui est une agence, vous me dites si je me trompe, de création de vidéos pour des marques, pour des produits de marque. Et Vidéodesk, alors la petite dernière qui est créée en 2012, alors qui permet à un internaute, on va voir une petite vidéo pour illustrer, un internaute de dialoguer avec un conseiller, de dialoguer par chat, comme on voit à l'image. Comment ça marche clairement? Elle vous est venue où cette idée de la vidéo pour les sites e-commerce? Alors, elle m'est venue, c'est un peu un prolongement de Vidéomark et ouais. Vidéomark est un peu un prolongement d'idées de ce que je faisais chez leguide.com. Donc, je dirais que les idées s'enchaînent les unes les autres. Le principe de Vidéomark, c'était d'augmenter le taux de transformation. Ouais. J'ai toujours une question qui m'étonne, c'est que dans une boulangerie, 98% des gens repartent avec une baguette. Ouais. Sur un site de commerce électronique, 2% des gens repartent avec un panier. Ouais. Donc on se dit, il y a quand même de la marge pour pouvoir augmenter le… Et la vidéo, ça augmente à 15-20%, c'est ça Ça peut être beaucoup plus que ça. Ouais. Ça peut être, oui, parce qu'en fait, la marge, on part de vraiment bas. Donc quand vous êtes un vendeur de hot piscine, les gens ne vont pas acheter une piscine en ligne directement en cliquant. Ils ont forcément besoin de passer par un contact humain, par un dialogue. La vidéo dans le chat pour permettre de dialoguer avec un conseiller en ligne. La vidéo, pour vous, c'est le créneau du e-commerce de demain? C'est là où il faut investir? Alors, disons que ce qui est intéressant dans la vie d'entrepreneur, c'est qu'il y a des moments où il y a des changements technologiques et qu'il faut savoir profiter de ces changements technologiques pour inventer des nouveaux services. Et si on invente des nouveaux services qui étaient possibles il y a 20 ans et que personne n'a fait pendant 20 ans, il y a de fortes chances qu'on se trompe. Si on invente un nouveau service parce qu'il y a une nouvelle solution technologique qui n'existait pas avant, à ce moment-là, on peut toujours se tromper, mais on a moins de chances de se tromper. L'importance du contexte. Alors le e-commerce, c'est justement votre grande spécialité. Vous avez commencé au tout début d'Internet, hein, il y avait encore le Minitel aussi. Alors je crois que vous avez débuté votre carrière en tant qu'éditeur de logiciels pour Macintosh, c'est ça? En fait, vous avez toujours été entrepreneur, c'est ça? Vous avez toujours créé dans votre vie? Je viens d'une famille d'entrepreneurs. Donc créer sa boîte était quelque chose d'à peu près normal, etc. Et donc, comment ça se passait justement au niveau de l'éducation, vous avez été une famille d'entrepreneurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est poussé à prendre l'initiative dès le plus jeune âge? On est un peu poussé, on a des exemples, parce que mon grand-père a fondé une banque d'affaires quand le métier de banque d'affaires n'existait pas en France. Donc il a fait une banque privée. Mon arrière-grand-père a fondé une société qui fabrique des machines à tisser, qui existe encore aujourd'hui, donc 200 ans après. J'ai des grands-oncles qui ont fondé Schlumberger Limited sur la prospection électrique, sur la recherche pétrolière. Donc c'est vrai qu'on a des exemples de boîtes qui ont bien marché au-dessus et on se dit tiens, pourquoi pas, je pourrais essayer. Et puis c'est vrai qu'au départ, ça demande aussi des capitaux. Et bon, moi j'avais la chance par mon grand-père d'avoir un peu d'argent et donc d'avoir pu commencer à démarrer avec des fonds. D'accord. Donc la fibre, vous voilà. êtes né entrepreneur. Donc on est un né entrepreneur, on a un peu des capitaux à investir. Alors
L'erreur qu'on fait au départ, c'est que les capitaux qu'on investit, c'est les siens. Ouais. Donc on n'a personne pour vous donner des conseils, pour vous dire « Ah ben non, ton projet il est bien, il n'est pas bien ». Et c'est comme ça que la première boîte, je l'ai plantée bien au bout de 10 ans, en ayant perdu de l'argent. C'est vrai ? Oui, j'ai dû faire 20 métiers différents en 10 ans, ça veut dire changer de métier tous les 6 mois. Du coup, j'ai appris beaucoup de choses en informatique, parce qu'à chaque fois qu'il y avait une nouvelle technologie, un nouveau savoir-faire, bah, je me lançais dessus en disant « Ah, mais ça, c'est génial. Ah, bah tiens, je vais être vendeur de matériel Apple. Tiens, je vais être éditeur de logiciels. Tiens, je vais importer un logiciel hollandais. Tiens. » Des pivots qu'on appelle maintenant successifs. Et donc, je faisais plein de pivots, mais parce que, je sais pas, on découvre un nouveau truc et on se dit « Ah, ça serait super, on va démarrer dessus. » Donc, j'ai, je dirais, 20 fois appris à démarrer des nouvelles activités. Quand ensuite, cette société s'est cassée la gueule, j'ai déposé le bilan, ce qui a été une grande chance, parce que j'ai encore des copains de l'époque qui sont restés dans le monde de l'édition de logiciels Apple. Et bon, c'est compliqué, ils n'ont pas vraiment bien réussi. On m'a proposé de fonder leguide.com. Ça ne m'a pas fait peur, mais là je me suis dit, Coco, tu restes droit dans les bottes. C'est un des conseils qu'on peut donner aux entrepreneurs qui nous regardent. C'est vrai que c'est la tentation. Généralement, tous les matins, on se lève avec une idée différente et on a envie de partir dans plusieurs directions. Votre idée, du coup, vous avez testé et a eu un échec à cause de cela. Il faut se concentrer sur son idée et la suivre et s'accrocher. Il faut à la fois se concentrer sur son idée, il faut en même temps toujours la remettre en cause, mais toujours continuer dedans. Donc il faut se dire, est-ce que je ne peux pas le faire mieux? Est-ce que je ne peux pas le faire différemment? Est-ce que je ne peux pas m'y prendre d'une autre façon? Qu'est-ce qu'il faudrait que je change pour que ça marche? Et je dirais que les jeunes sont trop impatients et qu'il faudrait… je veux dire, une entreprise, ça met souvent 10 ans, 20 ans, 30 ans à marcher. Et donc, c'est très rare d'avoir des boîtes qui décollent en 2 ans à toute vitesse. Et leguide.com, moi, j'ai mes associés, voulaient déposer le bilan. Ah oui. Donc, ils m'ont dit, voilà, on va faire un conseil d'administration, on va déposer le bilan, on va rendre ce qui reste. Dès le début Non, on a créé la boîte en 1998. Bon, puis il y a eu septembre 2001. C'était pas bon. 2002, bon, il y a quelques coups qui étaient devant nous, etc. Et mi-2002, mes associés disent, bon, on va plier. Il ne nous reste plus que 350 000 € en banque. Bon, aujourd'hui, il y a quand même plein d'entrepreneurs qui seraient super contents de développer leur boîte avec 350 000 €. Bon, il y avait déjà des clients, juste, ils n'y arrivaient pas. Et puis moi, j'ai dit à un de mes associés, écoute, si tu veux arrêter, pourquoi pas, moi je veux bien te racheter tes parts. À l'époque, je n'étais pas le dirigeant de la boîte. Je lui ai dit, écoute, moi j'y crois et je pense qu'il y a quelque chose à faire. Donc vous avez racheté les parts de vos associés? Donc j'ai racheté les parts d'un des associés, que j'ai redistribué en partie pour les salariés de la boîte. Donc on était une quarantaine, on était redescendu à 8, 8, 9. Donc j'ai donné 1% de la boîte à chacun. Et puis on est reparti. Et on a eu… Pour les impliquer, pour leur dire, voilà, c'est opération commando. C'est des parts que j'avais eu pas cher, du coup, et j'avais envie que si ça marche, souvent on dit une boîte c'est un projet d'un homme, du patron, mais il y a quand même toute l'équipe derrière. Et là, tout le monde est devenu entrepreneur dans la boîte. Et donc tout le monde s'est impliqué pour que ça marche bien. D'accord. Donc c'est en 2002, ça vous devenez CEO de la boîte en 2002. Donc je deviens CEO en septembre 2002. Actionnaire. Voilà. 2003, 2004, 2005, on est entreprise Gazelle dans les 10 entreprises françaises à plus forte croissance, en étant rentable, en doublant le chiffre d'affaires, en embauchant des gens. Justement entre cette période où vous disiez que c'était pas folichon et ce décollage, vous avez changé des choses? C'est le contexte qui a évolué? D'abord, on était sur la vague de la DSL, de l'augmentation du e-commerce. Donc quand vous êtes, et c'est ça que j'adore, c'est ça que j'adore dans les nouvelles technologies, c'est que c'est des marchés qui sont en très forte croissance. Donc même si on est mauvais, même si on ne rame pas vite, et la rivière elle vous entraîne et on progresse fortement. Donc ça c'était un premier élément. Deuxième élément, c'est d'avoir une vision long terme. Donc dès le début, quand j'ai repris les rênes, je me suis dit mais on gérait à l'époque à peu près un catalogue de 800 000 produits, 900 000 produits. Et puis je voyais que la technologie, elle commençait à ramer un petit peu, quoi. Et je me suis dit, mais on va gérer 20 millions de produits. Donc il faut construire une techno qui va être capable de supporter beaucoup de produits. Donc ça, c'est ce qu'on a fait. Et on a eu de la chance parce qu'on l'a bien fait. Donc on a eu une très bonne techno qui fait que derrière, on a eu un très bon référencement sur Google. Et du coup, on a eu plein de visiteurs. Et donc, sans faire de marketing, le chiffre d'affaires augmentait de façon considérable. Et puis, on s'est intéressé à développer
le marché au niveau international. Et bon, on reviendra sur ce sujet parce que je suis depuis longtemps un féru de me dire que la France, c'est que 2% du marché mondial et que donc il faut arriver à sortir des frontières. Surtout sur Internet où il n'y a plus de frontières. Oui, mais c'est extrêmement dur. Et là-dessus, j'ai une anecdote assez amusante, c'est que souvent, on voit des grandes entreprises et quand on est entrepreneur d'Internet, on se dit mais ils sont nuls sur Internet, ils ne savent pas s'y prendre, ils pourraient faire ci, ils pourraient faire ça. On a plein de critiques sur leur stratégie Internet. Et finalement, quand on regarde les entrepreneurs du net français et qu'on critique leur stratégie internationale, c'est la même chose. Les entrepreneurs classiques doivent se dire, mais attendez les cocos, vous avez un super produit qui marche bien, pourquoi vous vous limitez au marché français et pourquoi vous n'arrivez pas à vous structurer pour sortir de vos frontières? C'est vrai que vous avez fait entre 2004 et 2006 Allemagne, Espagne, Grande-Bretagne, Pologne, Italie, Pays-Bas. Comment on s'y prend? Alors très succinctement, c'est difficile, mais vous alliez dans chaque pays tester le marché, vous créiez des business units sur place ou comment ça se passe? Pendant 2 ans, à l'époque de l'ancienne direction de leguide.com, on avait 2 personnes par pays qui allaient visiter les pays, qui regardaient quelles acquisitions on pouvait faire, etc. Bon, et puis finalement, quand on a diminué les gens, tous ces gens-là sont partis et on n'avait rien fait dans aucun des pays. Et après, je pense qu'il faut savoir saisir des opportunités. Donc, on commençait à bien marcher en France. Et puis, j'avais une stagiaire en contrat de qualification et son école m'appelle et me dit, voilà, est-ce que vous voulez une stagiaire allemande? Je fais, oui, pourquoi pas. Bon. Et la stagiaire allemande est arrivée et c'était une tueuse. Alors, je l'ai vue il y a 15 jours, je suis allé à Düsseldorf en Allemagne et du coup, je l'ai revue. Ça faisait 10 ans là, maintenant qu'elle est arrivée. Non, maintenant, elle dirige Meta People, qui est une boîte allemande de 120 personnes qu'elle co-dirige. Et je veux dire, elle avait un fond d'écran. Quand elle avait un économiseur d'écran, c'était cette personne n'a pas travaillé depuis tant de secondes. Et elle a traduit tout le site en allemand, donc tout le thésaurus. Et ensuite, l'école m'a reproposé d'avoir des stagiaires. J'ai dit oui, mais est-ce que je peux en avoir plusieurs? Donc, ils sont venus à 5 et ils m'ont traduit tout le site en allemand. Et l'équipe allemande a été super bonne parce que j'ai des gens qui ont pris des postes à responsabilité chez leguide.com. Et donc, un conseil, si vous commencez l'internationalisation de votre activité Internet, d'engager des Allemands, c'est relativement facile parce qu'ils aiment bien Paris. Ils sont très structurés et ils ont vraiment fait avancer la boîte de façon importante. C'était à Paris ou Alors, vous toutes étiez les en équipes Allemagne? étaient à Paris, Tout était à Paris. parce que nous, les bureaux étaient au centre de Paris. Et c'est vrai que pour les jeunes, c'est assez agréable. Paris est une ville attirante pour les jeunes de se dire, tiens, je vais aller bosser à Paris. Donc, on a pu comme ça recruter pas mal de gens. Et la culture de la société est très importante. Et donc, des gens qui vont installer des bureaux à distance, ils n'ont plus le temps de s'en occuper. Les gens dans les bureaux, ils ne sont pas mélangés dans la culture de la boîte. Je trouve que c'est... Et puis, ça, c'est un métier, le guide.com, où on peut traiter les clients à distance. Et donc, c'est mieux de regrouper toutes les équipes. Après, donc, il y a une autre partie de votre carrière aussi qui est intéressante, celle de l'entrée en bourse. Alors là, comment ça se passe? C'est une question qu'on a souvent posée aux entrepreneurs. Est-ce qu'un entrepreneur, on dit que c'est 2 mondes un peu différents, le milieu de l'entrepreneuriat et celui de la bourse, celui des financiers. Quelle est la vision et le vécu d'un entrepreneur qui a vécu cette entrée en bourse? Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez eu des surprises, des choses qui vous ont… Alors, est-ce que vous étiez préparé à ça? D'abord, un entrepreneur, il a toujours peur parce qu'il est dans la boîte, donc il voit tous les défauts de la boîte. Il voit ses qualités, mais il voit tout ce qui ne va pas. Je dirais qu'un financier, il est à l'extérieur et on lui présente une image très belle de l'entreprise. Donc lui ne voit d'un point de vue marketing que la partie extérieure, les chiffres, etc. qui vont bien. Alors si les chiffres délivrent, il est content. Il ne voit pas forcément comment ça se passe à l'intérieur. Et un entrepreneur, il est aussi souvent impatient. C'est-à-dire que comme il a peur, eh ben, il se dit si je pouvais vendre, finalement, je pourrais avoir un peu de sous, je serais content. Il y a peu d'entrepreneurs qui finalement sont restés toute leur vie dans la même boîte. Là, j'ai déjeuné avec Cyril Zimmerman de iMedia. Bon, c'est finalement un des seuls entrepreneurs qui a commencé jeune, qui a créé sa boîte, qui est encore dedans, qui ne compte pas faire autre chose. Antoine Grandjean aussi, d'une certaine manière aussi, qui est resté… Oui, après, il a changé de métier. Il avait fait autre chose et il s'est passé sur Internet. Donc, iMedia, c'est vraiment l'exemple du gars pur qui est resté sur son activité. Et donc, on a envie de vendre. Et moi, j'étais très dépendant de Google sur le guide.com parce qu'on a été beaucoup en référencement naturel.
Et donc à un moment, je me suis dit, bon ben voilà, on a vécu des années creuses, et puis on était concurrents avec Yahoo, eBay, Microsoft, et puis Google. Donc je me disais, sur les 4, il y en a quand même un qui va réussir. Et Google faisait ce qu'on faisait gratuitement, nous on faisait payer. Et donc à un moment, j'ai dit, bon, il faudrait peut-être qu'on vende. Voilà. Et puis en discutant avec les banquiers, les intermédiaires, on m'a dit, oui, vendre c'est compliqué, aller en bourse c'est plus facile. Alors on s'est dit, go, on va en bourse. Et puis je dirais que ça a été vraiment assez facile de rentrer en bourse. Quand on a une belle boîte, des bons chiffres en croissance, il y a de l'appétit du marché, les gens veulent investir. Je vous coupe, il y a Gaspard qui pose une question. Comment se sont passées les relations avec les financiers à propos de la valorisation? Alors, la valorisation, on l'a définie soi-même. Hein, donc vous avez des analystes qui sont souvent les analystes de la banque qui vous fait la partie introduction en bourse. Comme eux, ils touchent un pourcentage sur les ventes. Finalement, ils ont intérêt à ce qu'elles soient élevées et eux, ils ont intérêt à vous maquiller le plus beau possible. C'est un peu le concours Miss France. Hein. Donc, on ne prend pas les photos levées du lit quand on est dans le coltard, mais on vous prend bien maquillé, bien habillé, etc. Et donc nous, on est rentré avec… Et puis, c'est un peu comme une sortie en bateau aussi. C'est-à-dire qu'on ne sort pas s'il n'y a pas de vent, on ne sort pas s'il y a la tempête. Et puis, parfois, on prévoit de sortir et puis finalement, il y a le temps qui change. Aussi de l'entrée, Et donc, nous, on a eu de la chance parce qu'on est rentré en fin de timing. Donc, effectivement, on avait proposé une valo qui était un petit peu élevée, qu'on a redescendu parce que finalement, la valo, vous allez voir des financiers qui veulent investir. Eux, ils ont une fourchette de prix pour investir. Donc, soit on est une boîte très attirante et tout le monde veut acheter des actions et veut être sûr de les avoir, donc ils commandent tout de suite à la valeur maximum et on va rentrer dans le haut de la fourchette. Soit on a des gens qui disent, moi je vais rentrer mais à une valo plutôt basse, donc ils attendent un peu. Et donc, au début, on avait du mal à remplir le carnet d'ordre. Et puis, finalement, on a baissé le prix et on a pu rentrer. Et on a été aussi la première entreprise à faire une décote pour les particuliers. Parce qu'on était un produit très grand public, très facile à comprendre pour les internautes. Voilà. Et ça aussi, c'est un conseil que je donne aux entrepreneurs. Choisissez des métiers qui sont faciles à expliquer. Et j'aime bien les faire expliquer aux enfants. Donc si vous avez des enfants, si vous avez des neveux, présentez-leur les business models. Ils sont assez directs. Ils vont vous dire « Ah bah oui, ce truc-là, c'est bien. Ça, j'y comprends rien. » Si un enfant dit qu'il ne comprend rien, un investisseur de 65 ans, il aura du mal à comprendre aussi, même si votre produit est vraiment très bien. Ou alors, il faudrait que les chiffres parlent de façon importante, quoi. Alors, vous connaissez aussi quelque chose qui ne doit pas être facile pour l'entrepreneur. Je ne vous ai pas trahir un secret, mais on vous a un peu poussé vers la sortie. Enfin, il y a eu un conseil d'administration qui vous a… alors, je ne sais pas comment ça s'est passé dans les faits, mais vous avez dû partir de la société. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est une volonté de votre part? Est-ce que ça vous arrangeait? Ou qu'est-ce que ça fait de se faire un peu… de voir passer la main de son entreprise qu'on a créée, où on a mis autant d'énergie? Alors, je pense que c'est toujours… Le problème d'avoir peur, c'est que moi, j'ai toujours présenté des budgets. Je ne suis pas très bon en présentant des budgets. Alors, j'ai une phrase que j'aime bien, c'est de dire pas de budget, pas de délai, pas de dépassement. Donc, je suis assez instinctif dans ma façon de gérer. Et quand on gère une boîte où il y a du monde, à un moment, il faut gérer un budget clairement. Et il faut savoir qu'on va dépenser tant en masse salariale, en marketing, en ci et ça. Et donc, dans les codes là-dessus. Si, moi, je disais tout le temps, on va faire plus 30% de chiffre d'affaires. Parce que plus 30%, c'est une belle progression. Bon, et je me faisais engueuler parce qu'on faisait 110, 120. Et donc, on me dit, attends, tu prévois 30, tu fais 120. Donc, plus ambitieux. Donc, tu t'es trompé. Bon, il faut quelqu'un qui dise, on va faire plus 100. Et donc, ils préfèrent finalement quelqu'un qui dit on va faire plus 100 et qui fait plus 80 que d'avoir quelqu'un qui dit on fait plus 30 et faire 120. Et puis, à un moment, la boîte devenait quand même un peu grosse. J'avais besoin de me faire aider. Donc, j'ai engagé une personne pour être directeur général délégué. Donc, au début, je me suis dit, je vais lui donner le marketing, les RH, la finance, un certain nombre de postes assez standards. Et puis, moi, je vais garder ce qui est métier, le commercial, la production, l'informatique. Et voilà, et puis finalement, la personne que j'ai engagée voulait prendre ma place. Le conseil était plutôt d'accord. Et moi, je suis parti du principe que la vie est assez courte. Donc, si on trouve des gens pour faire votre boulot mieux que vous, tant mieux. Et souvent, dans la direction d'une entreprise, il faut qu'il y ait un accord de savoir où on veut aller. Je prends souvent l'exemple des vacances. On peut vouloir partir en vacances. S'il y en a un qui veut aller au ski, l'autre au bord de la mer, on ne peut pas faire les deux à la fois. Hein, donc, voilà, donc là j'ai quelqu'un qui m'a remplacé, qui avait une stratégie de développement
qui n'était pas la même que celle que j'ai eue moi. Stratégique a fonctionné, je pense que la mienne aurait fonctionné aussi. Et puis du coup, je suis parti de la partie exécutive de l'entreprise. Alors il me reste très peu de temps, on va essayer d'aller un peu plus vite. John nous pose une question. Comment gérer toute la communication financière liée à l'entrée en bourse quand on est une start-up? N'est-ce pas trop lourd? Est-ce que vous n'avez pas senti la pesanteur, tout le reporting? J'imagine que c'est ce qu'il en sous-entend aussi. Non, parce que le reporting, on en donne un plus précis à ses administrateurs. Finalement, ce qu'on donne en bourse aux actionnaires, c'est une partie de l'information qu'on est obligé de préparer pour bien piloter la boîte. Et je suis toujours partisan d'avoir des chiffres vraiment précis sur son activité, de bien les connaître. 2 questions pour finir. Alors, il y a Amine en plus qui nous pose une question qui va aller dans le sens. La première question, après, donc il y a eu PrestaShop juste après cette expérience avec leguide.com. Comment ça s'est passé? Pareil, racontez-nous un petit peu, alors très succinctement, le début. Alors vous êtes moins impliqué que pour leguide.com. C'est en fait, donc après chez leguide.com, on m'a dit travaille sur l'avenir et j'ai présenté le projet Vidéomark. On m'a dit c'est super, mais c'est trop lointain. Et puis du coup, je me suis dit je vais le faire moi-même. Et donc j'ai lancé Vidéomark. Et 2 mois après, j'ai un ancien de PrestaShop de leguide.com qui me dit voilà, je passe mon diplôme, j'ai un projet à rendre. Et qui présente, donc je vais au jury, comme souvent on accompagne les ingénieurs, et puis à la fin du jury, je lui dis mais c'est bien, mais vous ne voulez pas créer une boîte avec ça? Et puis tous ils ont dit non, et celui qui portait le projet a réfléchi, puis il m'a revenu après, il m'a dit bon d'accord, on crée une boîte. D'accord, vous l'avez voilà. poussé à faire ça. Et donc je l'ai Avec poussé à le succès créer qu'on la connaît boîte. maintenant, PrestaShop. Oui, et c'est vrai que là c'est une boîte, on se fait aspirer par le marché. Vous êtes encore au board, c'est ça? Ah oui, tout à fait, oui. Deuxième question que je vais lui poser, et Amine nous la pose également. Investissez-vous dans des startups? Et il y a une question au-dessus d'un internaute qui demande qu'est-ce que vous regardez comme critères pour investir dans une startup? Quels sont les secteurs qui vous intéressent? Alors, les secteurs qui m'intéressent, moi je suis beaucoup dans le B2B, donc dans tout ce qui permet aux entreprises françaises d'être plus performantes et plus efficaces, parce que je suis très terre-à-terre sur ces éléments-là, donc je ne suis pas du tout dans les loisirs, dans les jeux, dans toute cette partie-là. J'aime bien tout ce qui est naturel, dans le sens où j'aime pas tout ce qui est publicité, j'aime pas tout ce qui est imposé aux gens. Je trouve qu'Internet est compliqué et si on peut faire des choses dans le sens de ce que les gens veulent faire, ça c'est les parties qui m'intéressent. Pas de retraite de prévu, non? Alors, vous vouliez après le guide, non, c'était ce que vous vouliez faire, mais finalement vous n'avez pas. C'est un peu ce que j'ai fait d'une certaine façon, puisque maintenant je suis dans beaucoup de boîtes, deuxième actionnaire derrière le fondateur. Ma stratégie d'investissement, c'est plutôt d'investir seul. Donc je suis dans aucun ESAI, groupe d'investisseurs, etc. J'aime bien prendre des dossiers tout seul et j'aime bien avoir entre 5 et 20%, 25% du capital des entreprises dans lesquelles j'investis pour être vraiment impliqué, pour pouvoir partager, comprendre bien tout le business. C'est quand même beaucoup de temps que je consacre ensuite pour ces entreprises. Voilà. Merci beaucoup Igor. On va passer maintenant, je propose de passer à la rubrique Money Time de cette émission et découvrir la startup Global Exam. Money Time, la rubrique qui donne la parole aux entrepreneurs qui viennent de créer leur entreprise. Aujourd'hui, c'est le fondateur de Global Exam qui vient nous présenter sa solution pour réussir les concours de langue. Bonjour Charles Elliott. Bonjour Kevin. Alors, explique-nous, qu'est-ce que c'est que Global Exam? Alors, Global Exam, c'est un site internet, c'est une plateforme en ligne d'entraînement aux examens de langue. D'accord. Aujourd'hui, on propose des entraînements aux examens de langue anglaise, donc le TOEIC et le TOEFL. Et on propose également un examen de mandarin qui s'appelle le HSK, qui est moins connu, mais qui va se développer très rapidement dans les prochaines années. Alors, on va voir un exemple, justement, une copie d'écran de votre site. Comment ça marche concrètement? On s'inscrit, on crée un compte et après, c'est un abonnement mensuel, c'est ça? C'est un site freemium, donc il y a toute une partie gratuite, avec notamment des informations sur l'examen, des conseils en tout genre. On peut découvrir les entraînements gratuitement aussi en s'inscrivant. D'accord. Et ensuite, il suffit on propose 3 forfaits, 10 jours, 30 jours ou 90 jours. Et donc on s'entraîne sur toute notre base de données d'entraînement en conditions réelles. D'accord. Qui c'est qui fait les cours? C'est des profs? C'est pas moi malheureusement. J'aurais bien aimé faire des cours d'anglais et de chinois, mais j'ai pas le niveau. J'ai travaillé avec des professeurs pendant plus de 2 ans maintenant, qui ont créé une base de données colossale d'entraînement qui correspond exactement au canon des tests officiels.
et qui permet aujourd'hui d'avoir plus de 15 jours d'entraînement pour nos utilisateurs. Donc, et qui c'est qui corrige les devoirs, les copies? Enfin, vous avez tout est automatisé, tout est en ligne. Okay. Donc ça veut dire que si, quand on répond à une question, on a accès aux réponses, on a accès aux transcripts. Donc si on écoute un enregistrement audio, on a le texte également qui s'affiche. On a un tableau de bord, on a énormément d'outils qui permettent de progresser. Alors c'est encore trop, j'imagine, pour mesurer les résultats, mais est-ce que vous savez si les candidats, ça augmente le pourcentage de réussite à ces concours que sont le TOEIC, le TOEFL, je ne sais pas si vous c'est la grande question. Ouais, évidemment, quand j'ai créé en fait ce site internet après avoir fait une version bêta depuis la Chine où j'étais avant. Ça avait justement de votre passé. Ça avait très très bien marché. Et dès que le site a été lancé, donc début janvier, évidemment, la première chose que je voulais savoir, c'est si mes utilisateurs étaient satisfaits. Donc j'ai pris mon téléphone, j'en ai appelé les 50 premiers, et je leur ai demandé, alors, est-ce que vous êtes satisfaits? Est-ce que vous avez l'impression d'améliorer sensiblement vos scores? Et sur les 50 premiers que j'ai sondés, il y en a 48 qui m'ont dit, écoutez, c'est très bien. Donc on continue maintenant. C'est ce qui s'appelle recueillir du feedback de ses utilisateurs, c'est bien. Obligé. Aujourd'hui, quand je démarche les écoles, j'ai fait un test avec une école qui était prête à prendre ma solution pour tous ses étudiants. Elle m'a proposé de tester notre outil pour 10 étudiants qui n'avaient pas réussi leur TOEIC et qui devaient absolument le valider pour passer leur diplôme. Et donc, ces 10 personnes-là, on leur a proposé un entraînement de 30 jours. Et alléluia. Après ces 30 jours, ils ont tous eu le TOEIC avec plus de 850 points en moyenne. Alors justement, c'est quoi votre stratégie de commercialisation? C'est auprès des B2C, auprès des particuliers, des étudiants eux-mêmes, ou vous démarchez plutôt les écoles pour justement vendre en masse, entre guillemets, en gros Alors on est deux associés pour l'instant, donc on ne peut pas tout faire. L'idée, c'est qu'on a une offre B2C qu'on essaye de mettre en avant avec un bon référencement et de démarcher en fait toutes les écoles et au sein des écoles les associations étudiantes et chaque étudiant de chacune des associations étudiantes de chacune des écoles. Ça nous prend beaucoup de temps. Après, on a une offre B2B qu'on va mettre en place progressivement qui est d'une part de négocier directement des contrats avec les écoles. Faire des tarifs de groupe, j'imagine. Exactement, des packages. Faire la même chose avec les entreprises. Parce que les salariés ont besoin de se former, ont envie d'afficher un TOEIC récent sur leur CV, ils ont raison. Et également, on a un troisième canal à explorer qui est celui des collectivités territoriales. On avait commencé avant les municipales. On espère se développer avec elles, notamment être diffusé dans les médiathèques. D'accord. Igor, un avis, une remarque, qu'est-ce que vous en pensez de Global Exam? Alors je pense que le TOEIC, vous n'avez plus besoin de l'avoir, mais qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je ne l'ai pas passé, mais j'aurais bien aimé l'avoir. C'est un site qui est complètement en anglais. Tu vises des clients dans le monde entier ou parce que là tu parles beaucoup de clients en France. Alors le site s'appelle Global Exam. Dans mon imaginaire, quand j'avais le projet en tête, je voulais que ça soit tout de suite un site multilingue pour tous les examens. C'est l'objectif, mais aujourd'hui on se concentre sur le marché français. Donc c'est un site en français qui propose des entraînements aux examens de langue anglaise et chinois. Après, on veut se développer très rapidement. Et le TOEIC, c'est un examen international ou c'est un examen français? C'est un examen anglais. Oui, donc ton site pourrait être en anglais pour proposer le TOEIC pour les Allemands, pour les Italiens, pour les Espagnols, c'est le même. Sauf que toi, toutes les réponses sont d'accord. On veut qu'il y ait pour que l'aspect pédagogique soit fort, on l'a fait en français. C'est-à-dire pour que les étudiants français, pour les apprenants français, puissent avoir des réponses dans leur langue. Après, effectivement, le contenu, le cœur des exercices du TOEIC, c'est en anglais, du HSK, c'est du mandarin. Donc il faut juste traduire. J'espère avoir des stagiaires allemandes, comme vous avez eu la chance, qui puissent traduire très rapidement le site en allemand et effectivement nous permettre de nous développer à l'international. Une petite dernière question, justement, si on revient un peu sur l'histoire, ton expérience, c'est la Chine, ça, tu as fait 2 ans en Chine, et c'est là où tu as eu cette expérience, ou non, tu l'avais déjà avant, cette idée? C'est venu un peu avant, c'est venu en fait en 2010, quand j'étais en Master 1 à Sciences Po Lille, et je voulais intégrer la London School of Economics, qui est une super école à Londres, sauf que, vous me voyez venir, il fallait passer le TOEFL. Mon dossier avait été accepté, et il fallait que je puisse afficher 105 au TOEFL sur 120. J'ai passé un premier test, j'ai eu 100. Je me suis dépêché d'en passer un second, j'ai eu 101.
Et donc, j'ai loupé mon M2 fantastique à Londres à cause de cette expérience. Je me suis dit que ce n'était pas possible de louper une opportunité pareille parce que je n'avais pas trouvé les bons outils pour me permettre de progresser rapidement. Et donc, j'ai mûri cette idée, et notamment en Chine, où les enjeux d'apprentissage des langues sont colossaux. Ouais. Très bien, écoutez, bon courage et bon vent à Global Exam pour la suite. Est-ce que vous cherchez des fonds? Est-ce que c'est aussi l'occasion? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Dernière petite question. Alors, des fonds, on en cherche, mais surtout la priorité aujourd'hui, c'est vraiment d'acquérir un maximum de clients qui soient satisfaits sur notre site, et on pense qu'on va vraiment réussir à se développer comme ça. Après, effectivement, dans une deuxième phase, il va falloir structurer notre équipe, il va falloir se développer à l'international. Il va falloir élargir notre gamme d'examens. Donc, plus de concours, j'imagine. Donc dans un temps très proche, on aura besoin de fonds, effectivement. Très bien. Écoute, merci Charlie d'être venu sur ce plateau. Merci Igor, aussi un petit mot sur Videodesk aussi, pareil. Parce que du coup, j'ai beaucoup parlé du passé et pas tellement du futur. Donc Videodesk est un projet très très ambitieux, très agréable à mener. Donc si vous voulez l'essayer, c'est en freemium, c'est gratuit. Chat vidéo, plutôt pour les entreprises, j'imagine. C'est vrai, on va dans son agence bancaire, on peut parler à quelqu'un, on va sur le site de la banque, on peut parler à personne. Et je suis persuadé que ce marché va se développer très fortement et j'espère qu'on va en avoir une grosse part du gâteau dans les années qui viennent. Sur notre site, on pourrait effectivement avoir recours à vos solutions. Un client gagné. Merci encore à vous Igor et très bonne journée à vous. On se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode de Startup qui sera consacré au pacte d'actionnaires et aux clauses plus particulièrement. Cette émission sera rediffusée dès cet après-midi sur Madines Décideur TV, le site de la PCE et celui de La Tribune. Très bonne journée à vous, à mercredi prochain.